Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans une série de leçons de philosophie politique à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder ici la question de la famille qui est la première communauté au plan de la philosophie politique qu'on peut étudier. Et il faut en premier lieu se demander s'il y a là une communauté au sens fort, une communauté qui a sa place spécifique, différente des autres communautés, comme par exemple le village, l'État. Pour savoir s'il y a une véritable communauté, il faut rechercher si elle a un bien commun qui lui est propre et qui serait différent du bien commun qui fonde l'État. Eh bien, je dirais que oui, et c'est évident. Le bien commun qui fonde la famille, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas politique, quelque chose qui est plus précieux que la politique, donc l'aspect communautaire, c'est quelque chose d'éthique. Ce qui fonde la famille, c'est un amour entre un homme et une femme, un amour qui les porte l'un vers l'autre et qui les décide ensemble à fonder un foyer. L'amour n'est pas forcément sentimental. L'essentiel, c'est qu'il porte un projet commun. S'il n'y a pas cet amour qui porte un projet commun, si c'est juste fondé sur « on se sent bien ensemble », ça risque de ne pas être solide comme fondement de la famille. Mais à partir du moment où l'amour d'amitié, la confiance entre les deux et la décision de fonder un foyer est là, on peut dire qu'il y a le commencement d'une famille. Or, ce bien commun, qui est le fondement même du couple, en est aussi la finalité. Ça en est véritablement le bien commun. On peut dire que si ce bien commun-là est détruit à un moment donné, la famille elle-même disparaît. Si bien que cet amour entre l'homme et la femme, fondé sur une confiance, il est essentiel. Il y a donc quelque chose de spécifique, un bien commun si précieux, qui serait une relation éthique entre deux personnes, c'est quelque chose d'unique. Lorsqu'on ajoute à cela que cette communauté des personnes n'est pas seulement un amour d'amitié, mais qu'il implique aussi une passion et un don des corps qui peut être source de vie, à savoir qu'il y a un effet, un fruit naturel, qui est la venue de l'enfant. Alors on comprend que la famille est non seulement la communauté fondement de toutes les communautés, mais que ça se fonde sur quelque chose qui est radicalement naturel, inné à l'homme, et qu'on ne peut pas remplacer. D'ailleurs, ça permet de comprendre à quel point il y a dans notre monde actuel un véritable décalage, quelque chose qui est incompréhensible lorsqu'on commence à, par exemple, élaborer des familles homosexuelles. On parle de favoriser ces unions à travers un véritable mariage. Eh bien, on peut dire qu'on utilise un terme, le mot mariage, qui est quelque chose qui est appliqué à une autre réalité, une réalité spécifique, l'homme et la femme féconds, une réalité qui s'inscrit dans la nature même de l'homme. En appliquant ce mot mariage à quelque chose d'autre, qui n'est pas la nature même de l'homme, quelque chose qui peut être une amitié, eh bien, on peut dire qu'on édulcore les mots, et peut-être qu'il y a là, effectivement, une sorte de tentative de se séparer, ou en tout cas de ne pas être entièrement dépendant de ce qui est le donné naturel de l'être humain, à savoir la complémentarité entre l'homme et la femme. Et pour le justifier, on s'appuie sur l'existence, dans ce qui est le bien commun de la famille, d'une deuxième relation, à savoir la relation parent-enfant. La venue de l'enfant, elle est, je dirais, la finalité naturelle de ce couple qui se met ensemble. Mais elle est une finalité qui est un effet. Le fondement et la finalité première, c'est bien l'amour d'amitié qu'il y a entre les deux. S'il n'y a pas l'amour d'amitié entre les deux, il ne pourra pas y avoir d'enfant. Et donc se pose ici la question de ce qu'il y a de plus important dans la relation de couple. Est-ce que la relation de couple est finalisée par la venue de l'enfant, ou est-ce qu'elle est finalisée par l'amour d'amitié? Eh bien, je dirais que c'est simplement la réponse est une question d'ordre. L'ordre met en premier comme fondement
l'amour d'amitié des époux, et comme finalité première, leur amour qui doit subsister, puisque c'est cet amour-là qui va être source de l'enfant. Et si cet amour-là disparaît, l'enfant perd ses racines, les deux personnes qui lui ont donné la vie. Mais la finalité première de la biologie, donc de l'union des corps entre l'homme et la femme, c'est la venue de l'enfant. Il est évident que la biologie en elle-même, si elle est faite de cette manière-là, c'est parce qu'elle est ouverte à la vie. Par contre, le fait que cette biologie soit accompagnée d'un grand amour qui se manifeste que le don des corps lui-même a comme finalité de faire grandir l'amour, l'intimité des époux. Alors ce qui est spécifique, encore une fois, dans la famille, c'est que dans le bien commun de la famille, il n'y a pas seulement l'amour des époux, mais il y a l'enfant. L'enfant fait partie du bien commun de la famille, ce qui est absolument unique, parce que l'enfant, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas une chose, justement. Et donc, on voit là qu'il y a une communauté dont le bien commun, ce sont les personnes elles-mêmes, père, mère, enfant. Il y a certes dans la famille un troisième niveau de bien commun, qui est relatif à ces deux-là, à savoir tout le matériel qui entoure le foyer. Il faut bien gagner de l'argent ensemble, construire une maison, savoir emmener les enfants à l'école, avoir de l'argent, un minimum pour cela, etc. Ce bien commun-là, le domaine du matériel, il fait partie du bien commun, c'est évident. Mais dans les autres communautés, il est souvent ce qui constitue le bien commun tout entier. Alors que dans la famille, et c'est pour ça qu'elle est si importante, si fondamentale, le bien commun lui-même, ce sont des personnes ayant une relation entre elles qui n'est pas seulement d'amour, d'amitié, mais qui est une relation souvent charnelle, de filiation et puis d'union entre les époux. Donc on le voit, on aura bien, en philosophie politique, une première étape qui étudiera ce que c'est que la famille dans toutes ses dimensions. Et cette étape sera fondamentale. L'étape qui étudiera les autres communautés comme le village, comme l'État, sont des étapes secondaires. Ces communautés elles-mêmes, je dirais, elles sont fondées sur la famille. S'il n'y a pas de famille pour les fonder, elles n'existent pas. Comme je le montrais dans la topique, c'est-à-dire l'approche historique que j'avais faite dans la leçon 3 de ce cours de politique, on voit bien que même historiquement, tout a commencé par des familles, puis des familles élargies, avant que ne s'établissent des villages, puis des villes, puis des cités, puis des États. On verra dans les autres parties de la philosophie politique que finalement, le bien commun premier des États eux-mêmes, ce sont les familles, parce que ce sont dans les familles que les individus s'épanouissent, ont leur stabilité. Au point que lorsqu'un État est frappé par la maladie du divorce, c'est-à-dire que lorsque les familles sont fragilisées, eh bien ça lui coûte très cher. Ça lui coûte très cher du côté des enfants qui peuvent tourner mal, qui ont besoin de soins psychologiques, qui ne sont pas équilibrés dans leur vie. Et voilà pourquoi les États eux-mêmes se sont toujours occupés des familles, toujours occupés de légiférer en ce qui concernait les ruptures des couples et en ce qui concernait leur conception à travers des contrats de mariage et le mariage civil. J'irai plus loin. La famille, puisque c'est le lieu où s'épanouit la personne humaine, elle a aussi un rapport très direct avec le domaine de la religion, de la sagesse. En effet, si les familles se déchirent entre elles, alors qu'elles sont la cellule de base de la société, et là où la personne humaine apprend la morale, eh bien on peut dire que les religions, les sagesses, considéreront que c'est là aussi qu'on peut apprendre la perte de soi-même, la perte de son sens, la perte du sens de la vie. Lorsqu'il y a perte d'éthique dans les familles, les religions unanimement penseront que de l'autre côté, il y a des conséquences, de l'autre côté de cette vie. Et voilà pourquoi la plupart des religions, en coopération avec les États, ont établi quelque chose de religieux dans le mariage, quelque chose de sacré, quelque chose qui se fait devant Dieu. Pourtant, en soi, par soi,
Ce qui fait la famille, c'est un homme et une femme qui, individuellement, se choisissent. Le rôle de l'État, le rôle de la religion, il est secondaire. Le consentement de l'homme et de la femme est ce qui fonde les choses. Mais encore une fois, il ne peut pas y avoir séparation entièrement. Il peut y avoir distinction, c'est ce que je viens de faire maintenant, mais croire que la personne humaine puisse séparer totalement le domaine de l'aide que lui apporte sa communauté, donc l'État, et le domaine de la sagesse que lui apporte la religion, ce serait une illusion, ce serait croire que les personnes vivent leur éthique dans un monde séparé, alors que l'homme, il est entièrement unifié, y compris dans sa vie morale, sa vie politique et sa vie religieuse. Alors ceci étant posé, puisque j'ai manifesté qu'il y avait bien une philosophie particulière de la famille, il me faut donc maintenant étudier la relation qui fonde justement la famille, à savoir la relation de l'époux et de l'épouse. Et la première question que je vais me poser, c'est celle-ci. Est-ce que cette relation de l'époux et de l'épouse, elle est liée à un amour sentimental ou est-ce qu'elle est liée à un amour d'amitié ? Alors pour comprendre pourquoi cette question se pose, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé, disons, en Europe occidentale depuis 1 siècle et demi. Il y a 1 siècle et demi, très souvent, on n'avait pas le temps de tomber amoureux. Le monde était dur, la vie n'était pas facile, et souvent dans les campagnes, les femmes, ou les jeunes femmes, les hommes, se choisissaient entre eux sur des critères. Certes, ils n'étaient pas indifférents à la beauté, mais le critère premier, c'était l'honnêteté, la capacité à travailler, le fait qu'ils ne boivent pas. Et donc on regardait la qualité morale de l'homme qu'on choisissait. Souvent, pour aider le choix des jeunes, les parents organisaient entre eux les mariages. Et les mariages étaient donc des mariages de raison, en vue de fonder un foyer solide. Il y avait très peu de divorces à l'époque, ce qui ne veut pas dire que tout était rose. Parce que très souvent, les couples qui étaient mal assortis ne s'aimaient pas, et pourtant ils devaient bien vivre ensemble. Ils devaient faire des enfants ensemble, donc s'unir physiquement ensemble. Eh bien, ils tenaient bien par la pression sociale qu'il y avait autour d'eux, mais ce n'était pas forcément une vie heureuse. À notre époque, et depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a préféré que les couples soient fondés sur les sentiments, le fait qu'on tombe amoureux. Donc un homme et une femme se plaisent, la beauté ayant un rapport important là-dedans, mais aussi le charme, l'attraction physique qu'il y a entre eux. Ils éprouvent un fort sentiment qui les amène l'un vers l'autre, et quelquefois, ils passent alors au mariage. Le passage entre ces deux conceptions du couple ne s'est d'ailleurs pas fait facilement. Lorsqu'on est passé à un mariage d'amour où on ne connaissait pas du coup quelle était la vertu réelle de l'autre, on était simplement passionné, et donc quand on est passionné, on est aveugle. Eh bien, les anciennes pratiques qui consistaient à ne jamais vivre ensemble, à ne se fréquenter que de loin avec un chaperon pour éviter justement qu'il y ait acte sexuel avant le mariage. Ces anciennes pratiques-là, très souvent, se montrèrent fâcheuses parce que lorsqu'on arrive passionné à un mariage et qu'on ne connaît pas les vrais défauts de l'autre, on a souvent des déconvenus dans la vie commune. Il ne correspond pas du tout à l'idée qu'on s'en était faite. D'autre part, étant fondé sur le plaisir sentimental, l'ennemi le pire de ces mariages-là, ça a été le temps, et en particulier le quotidien. On sait fort bien que la passion sentimentale, qui est un plaisir passionnel, elle vient, mais elle part. On dit qu'elle ne dure pas plus de 3 ans parce que, en fait, comme une drogue, les récepteurs du plaisir, ils s'habituent. Et donc le quotidien, facilement, tue cet amour-là. Autre chose pour fonder le couple, quelque chose de plus solide, comme la confiance, le fait qu'on a vu ensemble quels étaient les défauts et les qualités de l'autre, qu'on s'est engueulé, qu'on s'est pardonné, qu'on sait qu'on peut s'appuyer l'un sur l'autre. Eh bien, il est évident que fondés uniquement sur la passion, ces couples ne tenaient pas. Et donc on a vu une explosion des divorces. Notons à cela conjointement, donc à ce passage à l'amour comme fondement du mariage, la disparition progressive de la religion,
La religion qui fait que lorsqu'on affronte le quotidien et que c'est pas facile, eh bien, on se dit qu'en tout cas, il y a un sens, il y a un bonheur après cette mort, et que si on se comporte bien, il y aura une récompense. Ajoutons à cela la disparition de l'aide de la communauté, les communautés s'étant délitées. Ça veut dire que le regard qui aidait les couples à tenir ensemble alors que ça n'allait pas, disparaît un peu. Et que je dirais, le divorce est presque devenu le cas de un couple sur deux. Eh bien, tous ces trois critères ajoutés les uns aux autres, donc le fondement sur un amour sentimental, l'aide de la société qui a disparu, l'aide de la religion, ont fait que les divorces ont augmenté. À partir de là, on peut se demander, au niveau politique, qu'est-ce qui doit fonder un mariage? Est-ce que c'est l'aspect, comme ça se passait au XIXe siècle, du pur amour d'amitié et d'un contrat commun passé ensemble, contrat pour fonder un foyer? Ou est-ce que c'est l'amour spontané, comme c'est apparu après mai 68? Eh bien, je dirais que lorsqu'on connaît l'être humain, il y a une part de vérité dans les deux. Il faut l'amour certainement sentimental, l'attraction physique, parce que ce sont des personnes qui sont amenées à dormir dans le même lit. Et donc il faut un minimum d'attraction. S'il y a totalement répulsion, ou s'il y a indifférence, il est aberrant de fonder un mariage, alors qu'il n'y a que amitié. Mais j'ajouterais que le cœur, le fondement, ce n'est certainement pas cela. Ça, c'est plutôt ce qui donne l'occasion de la venue du mariage, comme le disait Aristote, sachant que ça ne durera pas forcément dans l'état. Le sentiment, toute la vie doit durer, mais plutôt par des moments sentimentaux. C'est ce qui se passe en général. Parfois, miraculeusement, le sentiment passionné dure toute la vie. Mais il faut être réaliste. C'est rare. Et donc, le fondement même du mariage, c'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, ça veut dire la personne qui est réellement connue. On connaît quels sont ses travers. On connaît comment elle se comporte dans la vie commune. On sait quelle scène de ménage on aura. On ne se fait pas d'illusions sur la durabilité du plaisir passionnel du début. Et pourtant, on l'a choisi. Je dirais que cet amour d'amitié doit se préparer par un temps qu'on pourrait appeler des fiançailles. Je ne parle pas des fiançailles mondaines, à savoir, comment dirais-je, une sorte de cérémonie où on présente le garçon à sa famille et la fille à sa famille. Non, je parle d'une fréquentation commune, avant de présenter à la famille, pour voir si justement on peut continuer ensemble. Et il faut que ce soit suffisamment long. Aristote disait, il faut qu'on ait mangé ensemble une boîte de sel. Il faut que ce soit suffisamment long pour qu'on soit sûr que la passion elle-même n'aveugle plus, qu'on connaisse véritablement l'autre. Alors, si on le choisit, on peut dire qu'on a très peu de surprises, sauf si l'autre trahit, mais ça c'est imprévisible. Alors la deuxième question que je peux me poser maintenant, c'est est-ce que cette relation époux-épouse qui fonde le couple, qui le finalise, elle est fondée sur un contrat de coopération, à savoir qu'on va faire ensemble une œuvre, fonder un foyer, élever des enfants, construire une maison, etc. Eh bien, je dirais que ce contrat de coopération, il a sa part, mais qu'il n'est certainement pas le fondement. Si on fonde un foyer uniquement là-dessus, on fonde une entreprise. Un foyer, visiblement, c'est quelque chose de plus profond que cela. Alors certes, on me dira qu'il y a des personnes qui, à défaut, n'ayant jamais rencontré un homme qui veuille bien faire avec elle un foyer, n'étant jamais tombée amoureuse, en désespoir de cause à 35 ans, fondent ça sur un contrat de coopération. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça peut exister, il n'y a pas à critiquer, et ça peut parfois être très solide et durer. Mais ce qui est naturel à l'homme, c'est donc qu'il y ait trois choses. Le fondement, donc une certaine attraction sentimentale et sexuelle. L'amour d'amitié, qui est ce qui rend solide ce fondement. L'amour d'amitié qui fait qu'on connaît l'autre, pas seulement parce qu'il est charmant, mais parce que c'est une personne bien. Et en conséquence, un contrat de collaboration, ça veut dire qu'on décide de fonder ensemble un foyer. Et c'est évident qu'il y a dans cette dimension du mariage le corps qui intervient.
et le corps avec sa fécondité, donc la venue d'enfants. Je dirais que s'il n'y a pas là-dedans un contrat de coopération, on est dans l'illusion complète. Il faudra bien les élever, ces enfants, il faudra bien les nourrir. Alors ce qui caractérise cette coopération, c'est qu'elle unifie un homme et une femme qui n'ont pas les mêmes talents, qui n'ont pas la même efficacité. Il y avait une pièce de théâtre en Belgique qui était sortie et qui disait les choses très très bien. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ça veut dire que ce qui plaît aux hommes, naturellement, habituellement, en premier, c'est le côté efficacité. Ils vont s'intéresser justement à ce que leur famille ne manque de rien matériellement. Je dirais que l'honneur d'un homme, lorsqu'il a fondé son foyer, c'est de donner la sécurité matérielle à son foyer. Et souvent, chez certains hommes, c'est même la seule façon dont il arrive à exprimer l'amour, avec en plus, évidemment, la relation physique. Souvent, il n'est absolument pas bon dans le reste des domaines. Les femmes viennent de Vénus, ça veut dire que, habituellement, c'est pas à 100% vrai, mais disons à 80% vrai. L'efficacité des femmes, leur savoir-faire, elle porte sur les relations humaines. Les relations, justement, avec le mari, qu'elles savent affiner, qu'elles savent sortir de la pure efficacité. Et les relations aux enfants, à qui elles savent enseigner des choses profondes de la vie, à qui elles savent donner la tendresse, et ce sont souvent les épouses qui donnent au foyer son caractère de foyer, de chaleur intérieure. On aime y être parce qu'il y a une présence féminine, elles y mettent les fleurs souvent. Alors que les hommes, ça va être efficace, ça va être pratique, mais souvent ça manque de cette vie de l'âme en question. On le voit, il y a bien un contrat de collaboration, de coopération qui intervient dans le mariage et au tout début de la vie de couple. Seulement, ce contrat de collaboration, il est une conséquence de l'amour d'amitié. Il n'en est pas le fondement. Et c'est bien l'amour d'amitié qui, normalement, est le fondement de tout, sur lequel tout s'appuie. Il est le principe d'unité du couple. Il est le bien commun premier, le plus important de tout, et je dirais même dernier. Il est sa fin, sa finalité. Donc, appuyé sur cette considération, je peux demander maintenant, est-ce qu'il y a, comme fondement du foyer, une relation d'autorité, par exemple d'autorité de l'homme sur la femme, ou une relation d'égalité? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut en revenir à ce qui est le fondement du mariage. Je viens de dire que c'était l'amour d'amitié. Eh bien, dans le domaine de l'amour d'amitié, il n'y a pas d'autorité de l'un sur l'autre, ou plutôt, il y a autorité réciproque de l'un sur l'autre, fondée sur l'amour, une autorité d'amour. Mais ce qui caractérise un amour d'amitié, dit saint Thomas d'Aquin, c'est une égalité, au point que ça lui pose problème lorsqu'il essaye d'établir, ce grand théologien, comment il est possible d'aimer Dieu dans un amour d'amitié surnaturel qu'on appelle la charité, sachant que Dieu est plus grand que l'homme. Il se dit, il n'y a pas d'amitié entre un supérieur et un inférieur. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre un maître et son serviteur. C'est une autre forme de relation qui peut être une très grande confiance, mais qui n'est certainement pas de l'amour d'amitié. Et donc, dans le couple, puisque le fondement est un amour d'amitié, le fondement naturel que souhaitent les femmes et que les hommes découvrent au cours de l'histoire, grâce à l'influence des femmes, au point que la polygamie partout disparaît, au fur et à mesure que les peuples s'affinent. Eh bien, si c'est un amour d'amitié, on voit que le fondement lui-même n'est pas un fondement d'autorité de l'un sur l'autre. Et pour bien manifester cela, le fait que le fondement est là-dedans, on pourra dire que si la femme est au foyer et si l'homme travaille et s'il vient à y avoir un jour un divorce, eh bien on peut dire que la moitié des biens appartient à la femme. Parce que elle, son travail, elle l'a fait en s'occupant des enfants. Elle a coopéré. Il y avait véritablement dans les deux, entre les deux, une collaboration d'amour, d'amitié. Maintenant, à notre époque, souvent les deux travaillent, et donc la question ne se pose plus comme c'était le cas avant. Par contre, j'ai indiqué tout à l'heure que cet amour d'amitié, il aboutissait à une œuvre
on fonde un foyer, on construira une maison, on s'installera, on fera la décoration, on élèvera les enfants. Donc il y a tout de suite un contrat de collaboration. Là, cet effet qui apparaît, fondé sur cet amour d'amitié qui crée une vie commune, il n'est plus simplement un amour d'amitié. Il est une relation de travail en commun. Eh bien, je dirais qu'à ce niveau-là, il peut apparaître une relation d'autorité de l'un sur l'autre. Cependant, attention, il faut être très précis. Je voudrais distinguer l'autorité et le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Le pouvoir, c'est quelque chose qui s'impose par la force. J'ai un pouvoir, je t'impose, et c'est comme cela. Tu ne peux pas faire autrement. L'autorité, par contre, elle est fondée sur la compétence. C'est parce qu'on est compétent dans un domaine particulier que s'il y a une discussion, et si en dernier lieu, l'un des deux doit prendre une décision, eh bien celui qui est le plus compétent la prendra. Alors, je disais que les hommes et les femmes sont habituellement très différents, mais que le domaine de la psychologie n'est pas du 100%. Habituellement, ça veut dire à 80%, donc en général et non pas de manière universelle. La compétence des hommes, c'est du côté de l'argent qui doit être gagné, la sécurité matérielle, etc. Malheureusement, on sait très bien que ce n'est pas tout le temps le cas. Et les femmes ont depuis bien longtemps montré leur très grande prudence dans le domaine de la gestion de l'argent. Alors, qu'en est-il? Eh bien, je dirais que dans un couple idéal, si l'homme joue son rôle d'homme selon sa nature, et la femme joue son rôle de femme selon sa nature, il y aura plus habituellement autorité de l'homme lorsqu'il faut prendre en dernier lieu une décision du type « Est-ce qu'on va construire une maison? Combien de pièces? À quel endroit ?» Mais il y aura davantage autorité de la femme lorsqu'il se posera des questions du genre « Dans quelle école mettrons-nous les enfants? Quelle éducation leur donnera-t-on? Les mettrons-nous au catéchisme? Avec quel prêtre ?» La réalité montre qu'à notre époque, où il y a, l'homme et la femme qui sont élevés ensemble, avec la même formation, de telle manière que hommes et femmes soient cultivés de la même façon. On peut dire qu'on préfère parler d'une autorité partagée, et qui, selon les couples, prendra une forme diverse. De considérer que lorsqu'un couple fonctionne dans une collaboration, comme je l'ai indiqué, eh bien, celui qui est moins compétent dans un domaine, il laisse à l'autre la décision finale. C'est ça, une saine collaboration. Il n'utilisera pas le pouvoir, donc faire comme au XIXe siècle où un homme dit « je suis l'homme, donc c'est moi le chef de famille, donc c'est moi qui prends les décisions » et prendre des décisions idiotes, c'est quelque chose qui n'est pas d'une grande maturité. La maturité, c'est d'avoir comme maître non pas l'autorité qui serait de l'un ou de l'autre, mais comme maître la meilleure décision à prendre. Alors je voudrais ajouter quelque chose par rapport à cette question de l'autorité. Imaginons qu'un homme prétende être le plus doué dans le domaine de l'éducation. Donc il sait s'y prendre, il a une conception extrêmement intelligente et que du coup, il prend toutes les décisions finales. Il décide de l'école, il décide s'il met les enfants au catéchisme, etc. Eh bien, on peut dire que cet homme-là, il agit de manière fort imprudente en général, parce qu'il empêche sa femme, dont c'est le domaine habituel d'autorité, de naître à sa grâce de femme. Ça, on le comprend très bien. J'ai pris un exemple qui n'est pas habituel. Un exemple qui était plutôt fréquent au XIXe siècle. Eh bien, imaginons maintenant une femme qui dise à un homme « c'est moi qui décide où on construira la maison, le nombre de pièces. Je prends la décision finale de tout cela. C'est moi qui décide s'il y aura, telle isolation pour empêcher le froid de sortir de la maison. » Eh bien, je dirais qu'elle n'est pas non plus fort habile. Elle empêche l'homme de naître à sa grâce d'homme. La fierté de l'homme, c'est justement qu'on puisse s'appuyer sur lui, en général, pour ce domaine-là. Les femmes, après, ont tendance à dire « moi,
j'ai 3 enfants. Il y a les 2 enfants, puis il y a mon mari. Mais souvent, c'est parce que d'abord les maris, pour ne pas avoir de problème, préfèrent laisser faire, les femmes ayant une forte personnalité. Mais en plus, parce que les femmes les empêchent de naître à ce qui devrait être normalement leur domaine d'autorité. Donc je dirais, il est très bien de dire que notre société a, comment dirais-je, enlevé les angles, fait qu'il y a de plus en plus une collaboration réciproque, un peu comme dans le yin et le yang des taoïstes. Donc la partie féminine dans l'homme grandit et la partie masculine dans la femme grandit. C'est très bien. Mais il ne faut pas oublier ce qui est à la base, ce qui est naturel. Ce serait quelque chose d'aberrant de nier qu'il y a à la base des centres d'intérêt différents et que l'homme reste porté à l'efficacité et la femme aux questions relationnelles. Donc je dirais, on fait au mieux, mais on tient compte aussi du fait qu'il y a une nature humaine qui est différemment exercée chez l'homme et chez la femme en général. Dans tous les sujets comme cela, il est vrai que l'homme, par sa liberté, dépasse l'aspect naturel de son corps et de ses instincts animaux. Mais il ne saurait être question de totalement nier le corps, qui fait partie intégrante de notre être, et donc de mépriser ce qui est la nature à la base de ce qui fait la masculinité et la féminité. Je dirais que, à notre époque, avec la théorie du genre, on en arrive à exalter tellement la puissance de la liberté, donc de l'esprit, qu'on finit par s'asseoir complètement sur ces différences d'orientation qui viennent de la biologie. Eh bien, lorsqu'on le fait, tôt ou tard, la biologie, elle se venge, parce qu'elle fait partie de l'être humain. On ne peut pas changer comme ça la nature humaine. Et donc je dirais que puisque la famille est fondée sur des relations naturelles, biologiques aussi, entre un homme et une femme, eh bien il faut considérer cet aspect-là. Et donc donner à chacun dans le couple son domaine d'autorité. Le domaine d'autorité où il pourra exercer sa collaboration. Les hommes ne sont pas faits comme les femmes, les hommes ont plutôt une tendance à être forts dans l'instant, dans l'attaque, dans la prise de décision, dans la défense du foyer quand il est attaqué. Eh bien, c'est sans doute que la nature l'a voulu. C'est lié au corps animal de l'homme. Les femmes, elles ont tendance à être fortes dans la durée, dans la patience, dans le fait, par exemple, de veiller un enfant toute une nuit lorsqu'il est malade, d'être présent là. Eh bien, sans doute que c'est parce que leur nature les porte à cela et qu'il ne saurait être question de tout le temps mépriser ces domaines, ces données même de la nature. Au XIXe siècle, les femmes ont été comme portées en dehors d'elles-mêmes par le fait que l'autorité seule était exaltée. Au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, souvent les hommes ont été portés en dehors d'eux-mêmes parce qu'on leur disait que l'idéal était d'être des deuxièmes mamans, des femmes bis, des personnes que délicates, que tendres, que relationnelles. Eh bien, lorsqu'on va d'un côté dans un balancier ou de l'autre côté, à l'autre extrême dans un balancier, en général, il y a retour de balancier. Et donc, il faudra espérer que la génération prochaine ne remette pas à la mode l'autorité patriarcale écrasante sur les femmes, parce que ce serait pas mieux. Mais je pense qu'en voilà assez pour établir ce qui fonde et ce qui est l'effet de la relation époux-épouse. Et dans la prochaine leçon, j'essaierai de voir, toujours dans cette approche politique, le rôle de l'État, le rôle des autres, pour aider à structurer cette relation fondement du mariage, la relation époux-épouse.